Bonjour, est-ce que vous avez envie de savoir quel est l'impact sur la santé de toutes nos peintures qui peuvent se trouver à l'intérieur de nous? Eh bien, je vais vous proposer de découvrir tout ça avec Patrice Nobilet. Et bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors, on avait envie de faire cette vidéo pour que vous puissiez vraiment comprendre l'impact en fait des peintures sur la qualité de l'air dans nos intérieurs. Donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce qui est important au niveau de la qualité de l'air? Dans nos intérieurs? Dans nos intérieurs, bien sûr. Ben oui. Ben écoute, y a des... Là, tout le monde est au courant, c'est passé même sur la télé, des chercheurs qui se préoccupent de la santé dans les intérieurs ont démontré que en ville, par exemple, l'air qu'on respire est plus vicié que celui à l'extérieur. Ouais. Parce que une des raisons principales, c'est la course à l'isolation, tu vois, la chasse au gaspillage, c'est-à-dire on veut vraiment essayer d'éviter de chauffer, de dépenser beaucoup d'énergie pour le chauffage. Donc on isole les maisons maintenant de l'extérieur, mais dans les 30 dernières années, surtout à l'intérieur, avec des couches d'isolation de plus en plus épaisses. Avec du polystyrène, avec, bien sûr, c'était rarement avec des matériaux naturels. Quoique c'est en train d'évoluer, ça, à ce niveau-là, c'est pas mal, parce que maintenant, du fait de la demande qui augmente, les prix peuvent baisser, et du coup, ça devient accessible plus facilement. Mais ce qui se passe, c'est que, alors je reviens toujours à l'histoire, mais il y a une logique qui était tout à fait présente dans l'esprit d'un architecte du XVIIIe ou du XIXe siècle, par exemple, c'est que par les fenêtres, devait pouvoir transpirer un volume d'air par jour. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire la fenêtre ne devait pas être complètement hermétique parce que il fallait pour la santé du bâtiment que au moins un volume d'air de la pièce soit changé dans la journée. D'accord. Alors ça, tu penses bien qu'avec la logique de la chasse au gaspillage soi-disant écologique. La dimension de la pièce qu'on allait le plus chercher à rendre hermétique, c'était la fenêtre. Donc on a inventé le double vitrage et on a surtout inventé les fenêtres en PVC, en plastique, source de pollution extraordinaire pour nos enfants, ça va être formidable, mais qui sont quasiment parfaitement hermétiques. Tu vois, ils arrivent à faire en sorte, en plus il y a des petites mousses, des gommes, du silicone par-ci par-là, ce qui fait que quand tu fermes, ça fait ventouse, quoi. Enfin, tu vois. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que t'as ça qui est hyper hermétique, et après ils te mettent une grille d'aération sur le dessus. Alors, c'est très parlant. C'est très parlant. C'est bien que nous, animal sans poil, mais nous, animal, respirons, transpirons, et générons du coup de la condensation. Et si ça reste contenu dans la pièce dans laquelle on vit, on est donc pollué par notre... C'est comme de porter le masque, tu vois, on sait très bien que de respirer le carbone qu'on dégage, c'est pas très simple pour nous. Et bien là, c'est la même chose dans une pièce. Plus on va la colmater, plus on va respirer nos propres productions toxiques. Et il a fallu compenser cette vision ridicule du colmatage des pièces par de l'aération artificielle. Donc on mettait des grilles, comme tu dis, en haut des fenêtres, en bas des fenêtres, etc. Ça n'a pas été suffisant, on a été plus loin, on a inventé la VMC. C'est-à-dire qu'il y a même un petit moteur, ou alors qui peut être généré, tu vois, au niveau des toitures, un petit moteur qui va augmenter cette circulation, tu vois, de l'air, qui était tout à fait logique dans l'esprit d'un architecte jusqu'au 19e siècle. Eh bien, ceci étant, avec les VMC, on a pu maîtriser les flux de rentrée et de sortie. Ça, je veux dire, il y a quand même des avantages à la démarche un peu scientifique qui est celle de l'industrie. C'est qu'ils ont pu mettre en place des outils qui mesurent, tu vois, le flux d'air dans les pièces. Donc, il a fallu pallier à ça. Mais malgré tout, ce qui a accompagné la fermeture maximum de nos intérieurs ont été les matériaux d'origine pétrochimique. C'est-à-dire que le meuble en chêne de la grand-mère
qui lui gérait très bien les changements d'hygrométrie. Il a été remplacé par un meuble Ikea rempli de colle, recouvert de films plastiques en tout genre. Lui, il gère pas. Il peut pas gérer justement les flux, les fluctuations hygrométriques. Tu vois. Ça. Donc lui, il va pas pouvoir, mais il va nous répandre gentiment ces fameux coves, c'est-à-dire les solvants qui sont dans les colles très très puissantes qui collent tout ça, tous ces meubles, ils vont petit à petit émaner dans la pièce. Ouais. Et nous sommes ceux qui respirons c'est comment ils appellent ça, les coves, c'est les composés olfactifs volatiles. Voilà, composés olfactifs volatiles. Bon, il faut savoir que dans les cols, c'est très très fort. Je décourage tout le monde d'acheter un camping-car tout neuf. Dans un camping-car tout neuf, tu as des cols partout. Et donc tu vas, comme il y a des cloisons qui sont pas épaisses, tu vas chauffer parce qu'il fait un peu froid, tu vas être là-dedans et tu vas respirer toutes les COV des cols pendant des années. Donc il vaut mieux acheter un vieux truc en bois tracté par un cheval. C'est une blague, mais c'est pour dire que le camping-car, c'est vraiment le résumé condensé de ce dans quoi on vit, parce que ça a accompagné cette logique de fermeture. Donc je te parle des meubles, mais la plupart des gens ont des linos au sol. Ils pensent avoir des linos au sol. C'est souvent du PVC, c'est du plastique, c'est pas du vrai lino. Le vrai lino est très sain. Tu vois, parce que à la base c'est quelque chose de très naturel en fait. C'est complètement naturel. Ça a été complètement transformé. Complètement transformé. Ça date de 1840. Hein. C'est pas d'hier. C'est vraiment le début de cette logique folle de l'industrie, mais malgré tout, c'était composé avec des matériaux naturels. Et d'ailleurs, ça fait des couleurs inimitables. On n'arrive pas avec les plastiques à faire la même chose. Donc on a au sol des plastiques ou des moquettes. C'est un peu passé de mode les moquettes. Mais enfin, on avait quand même des moquettes qui étaient rarement de laine. C'était trop cher, c'était trop salissant. Enfin bon, donc on a récupéré le polyester. Toutes ça crée aussi du champ statique, bien sûr, absolument, qui est très très mauvais pour nous. Donc on a au sol quantité de matériaux qui sont déjà plastiques. Du coup les sur peintures, les murs, bah oui, voilà, ça continue. C'est-à-dire on a du plastique du sol au plafond. Du plastique souvent sur le plafond. Alors si on a voulu isoler, on a des dalles de polystyrène. Enfin, t'imagines les horreurs, quoi. Là, il faut pas s'étonner que dans un environnement aussi fermé, aussi filmogène et aussi isolé de l'extérieur, on soit pollué. C'est évident qu'on est pollué. Et donc ça a été prouvé. Au niveau énergétique, le polystyrène coupe complètement les énergies. Quand on est isolé par le sol, maintenant ça c'est beaucoup, on enlève les tomates, tu isoles en fait par le sol avec du polystyrène, et puis après tu remets un nouveau carrelage. Alors, ce qui est complètement aberrant, parce que finalement, les tomates souvent sont posées directement sur le sol, et donc on a quand même une certaine chaleur du sol. Bien sûr. Ah oui, il y a 13 degrés à 80 cm sous terre, il y a 13 degrés. Voilà, donc, autant en profiter. Et quand on se coupe, en fait, de ça, c'est une coupe vraiment des énergies telluriques en plus. C'est ça. Puis après, si on met en plus du polystyrène ou ces fameuses, maintenant... isolation mince qui nous coupe aussi complètement en fait les énergies, parce qu'à la base pour ceux qui savent pas, les isolations minces c'est fait pour tout ce qui est fusée, etc. Pour protéger des champs électromagnétiques de l'espace. Donc ça prouve bien en fait que tout à fait. On n'a plus rien qui traverse en fait. C'est ça. Tu t'appelles ça, c'est les multiplis aluminium, doré, etc. C'est ça. Tout à fait. Non mais et du coup voilà, finalement pour résumer, on se dénature. Tu vois, c'est-à-dire on se sépare du milieu qui nous est naturel et on est emmené de force, en tout cas à force de commerce, de publicité, qui vantent ces produits pétrochimiques. On est emmené de force dans un monde qui n'est plus naturel. Il faut pallier à ça. Et du coup, quel est le composé qu'on retrouve le plus dans ces peintures-là, et quel est l'impact concrètement au niveau de la santé? On peut réduire ça au pétrole. Si tu veux, c'est essentiellement du pétrole et tous ses dérivés. Voilà. Sans le pétrole, on pourrait pas faire tout ça. Donc, à partir de ces goudrons plus ou moins raffinés, on arrive à faire des résines collantes, tu vois, qui dans lesquelles tu ajoutes des charges, des pigments, colorants ou pas, et ça te fait ta peinture, si tu veux. Et donc, c'est essentiellement le pétrole. C'est la découverte de la fin du 19e siècle. Enfin, c'est vraiment, ça a transformé notre monde. Au niveau santé, je crois que j'avais entendu parler qu'il y avait pas mal de maux de tête aussi, des problèmes qui pouvaient être aussi au niveau respiratoire, etc.
Tu as d'autres exemples comme ça ou De l'impact sur notre santé directement. Je pense que en toute logique, je vais faire un parallèle avec la perte de poids, par exemple. On sait très bien que finalement, on perd 80% de notre poids en exhalant. C'est-à-dire, c'est surtout en respirant, tu vois, en expirant, qu'on va perdre l'excès de gras ou de toxines en nous. Donc c'est pas étonnant qu'en faisant un footing ou en faisant un chantier dans une forêt ou tu vois en bougeant notre corps dans un air riche en oxygène qu'on va pouvoir retrouver un équilibre physiologique. Donc je crois que c'est assez logique qu'on se tombe malade puisque on est maintenant conditionné à être assis devant un écran. Donc tu connais mieux que moi tout l'impact des écrans. Mais devant un écran, c'est-à-dire devant un monde complètement artificiel, et environné de la pièce qui, elle aussi, est artificielle. Elle n'a plus rien de naturel. Donc forcément, sur notre santé, il y a des impacts terribles, vraiment terribles. Donc si on n'a pas d'activité physique, si on respire pas intensément dans un milieu riche en oxygène, on va en tout cas créer un choc dans notre corps qui n'a jamais connu ça sur des centaines de milliers d'années. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait ça. Donc, oui, tu vois, en plus, on va faire du sport dans des salles de gym qui sont surchauffées. C'est ça. Ça, c'est une logique. On va courir sur un tapis roulant. Sur un tapis roulant. En regardant un film. C'est même plus une aberration. Enfin, c'est vraiment ce qu'on fait, quoi. Il aurait fallu des talents de science-fiction dans les années 30 pour inventer ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on fait, quoi. Donc oui, forcément, il y a des impacts. Et du coup, au niveau de notre environnement aussi, c'est ce que tu disais, ces peintures pétrochimiques ont aussi un impact. Mais oui, elles génèrent énormément de pollution. Elles génèrent de la pollution. On sait, pour faire un parallèle avec la voiture, on sait que pour avoir 1 litre d'essence à la station essence, il a fallu brûler 10 litres d'essence. Pour acheminer, pour raffiner, pour extraire, enfin tu vois, pour revenir jusqu'à la source. Donc ces 10 litres, donc, vous voyez, si on avait ça présent à l'esprit, on prendrait moins la voiture. Chaque fois que je mets 1 litre dans ma voiture, il y en a 10 qui ont déjà brûlé pour que ça soit possible. Donc, j'en mets 10 litres, c'est 100 litres. Enfin, tu vois, dans une vie, j'en mets, je sais pas, 200 000 litres. Bon, vous voyez, on est malgré nous, et on nous enseigne pas ça, évidemment, mais on est malgré nous générateur de pollution à chaque fois qu'on a un produit. Chaque fois qu'on rentre dans une supérette, un supermarché, tout ce qu'on voit de nos yeux, c'est de la poubelle. Ce sont les emballages. Tout ça, ça part à la poubelle. Donc, on pense à acheter notre paquet de gâteaux, on pense à acheter notre conserve mais non, ça génère de la pollution. Et je crois qu'il y a un calcul qui a été fait qui dit que pour produire 1 litre de peinture, on a généré 30 kilos de déchets. 30 kilos de déchets qui sont partis dans la nature et qui seront pas assimilés par la nature. C'est juste, c'est pas possible. La nature ne les assimilera pas. Donc, oui, c'est générateur de pollution. Ça nous pollue dans nos intérieurs par l'émanation des COV. Ça ne nous régénère pas. Ce mot est dangereux, mais en tout cas, ça nous dynamise pas. C'est-à-dire que je pense que si notre corps vit dans un environnement qui facilite ses habitudes cellulaires, si tu veux, tu vois, ses fonctionnements cellulaires, on va se retrouver avec un corps plus vif, plus dynamique. C'est comme, je sais pas, quand on va faire une grande marche au bord de la mer ou en forêt, on revient, on se sent dynamisé, parce qu'en fait, on a juste donné l'occasion à notre corps, qui en crève d'envie, de fonctionner normalement, naturellement. Eh bien, voilà, quand on est déjà dans un monde clos, artificiel, on est aussi, malgré tout, responsable de la pollution que ces milieux ont nécessité. Enfin, tu vois, c'est fou. C'est comme le PVC, tu en parlais tout à l'heure, ce que j'ai lu, c'est que le PVC a été créé parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait justement un déchet qui était lié à la fabrication de produits pétrochimiques. Donc, ils savaient pas quoi faire de ce déchet-là. Donc, ils essayaient de trouver comment utiliser ça. Donc, ils ont réussi à fabriquer le PVC. Sauf que pour fabriquer du PVC, il y a un déchet qui est fabriqué, qui est encore plus toxique que le premier déchet. Et c'est ça que je trouve. Et le pire, c'est qu'on nous fait avaler l'idée que
ils ont fait un effort de recyclage. Oui, c'est ça. Mais la fenêtre en PVC, elle sera jamais recyclée. Enfin, tu vois, on sait qu'on pourra. C'est une pollution qu'on va éventuellement gérer en la transformant. Mais si tu veux, ça reste une pollution. C'est ça. Tu vois. Et à chaque fois, ça se dégrade. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on recycle un plastique, on sait qu'on perd des vertus qu'il avait au départ. Donc, tu vois, c'est pas vertueux, si tu veux. Vraiment, on est dans une logique vicieuse. Quand tu peins ton intérieur à la chaux, tu as à disposition des matériaux renouvelables. C'est très différent. C'est très différent comme démarche, tu vois. Et du coup, voilà, c'est vraiment, il est grand temps d'en faire la promotion. Et du coup, comment vieillissent justement ces peintures naturelles? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que les peintures pétrochimiques, elles nous ont mis face à un vieillissement du matériau tout à fait nouveau par rapport à ce qui se faisait avant, tu vois. Du fait que ce soit filmogène, alors bon, des spécialistes vont dire oui, la peinture à l'huile c'est filmogène aussi, c'est vrai, la peinture à l'huile c'est filmogène, mais ça, en fonction de sa fabrication et de sa densité, elle peut réussir à vieillir en même temps que le support sur lequel elle est posée. Mais les peintures filmogènes pétrochimiques de synthèse, elles, comme je l'expliquais l'autre fois, elles permettent pas au support de transpirer, d'accord? Elles permettent pas à l'eau contenue dans le support ou l'eau contenue dans la pièce de passer à travers. Donc, si tu veux, elles vont subir des dommages, soit d'un côté, soit de l'autre, qui vont les faire vieillir, pour répondre à ta question, de façon, comment le dire, pour que ce soit fort, de façon un peu effrayante. C'est un peu fort exprès. Tu veux dire tout ce qui est craquellement, etc. Alors le craquellement, il peut être joli jusqu'à un certain degré, mais en tout cas les boursouflures, tu vois, c'est les peintures quand elles commencent à boursoufler ou quand on toque sur la peinture, ça fait des bruits, des sons un peu creux. Généralement, c'est dû à l'accumulation d'humidité, de salpêtre, etc., qui se sont mis forcément dans cette zone humide qui était la bulle derrière le film de la peinture. Et donc, elle nous renvoie une image du vieillissement qui est pas agréable. D'accord? On a très vite envie de le refaire. D'accord? Ça, c'est parfait pour le commerce. On va aller racheter des papiers de verre, de l'enduit, de la peinture. On va faire tourner la machine commerce. Donc ça, c'est la première fois dans l'humanité que ça existait. Ça existait pas avant, puisque les peintures naturelles, elles ont la faculté, elles ont les vertus de pouvoir s'adapter au monde, au support sur lequel elles sont mises. Alors que les matériaux ancestraux, en fait, les matières naturelles renouvelables qu'on a à disposition quand on fait des peintures naturelles, elles ont, la faculté de gérer les changements hygrométriques de l'air, les changements qui surviennent dans le support, sur lequel elles sont mises, et du coup, elles ont une manière de vieillir qui nous donne à nous, humains, une image du vieillissement qui est beaucoup plus agréable. Alors que les matériaux naturels sont, eux, renouvelables. Contrairement à la dégradation des produits pétrochimiques qui le sont pas, qui sont donc des polluants. C'est pour ça qu'on les appelle polluants, parce qu'ils nous restent sur les bras et on ne sait pas quoi en faire. Et la nature ne peut pas les réassimiler. Le vieillissement des peintures dites naturelles nous renvoie une image du vieillissement, tu vois, c'est cette question-là qui m'importe, qui nous est agréable. Je dis, par exemple, de Venise, on garde et on répand dans le monde entier des cartes postales de l'eau, tu vois, de la lagune, avec le bas d'un immeuble vénitien qui est peint à la chaux, avec des taches d'humidité. Ça fait rêver le monde entier. Hein, ça suffit pour faire rêver. C'est pas la logique russe, par exemple, qui nous vend des choses toutes neuves, le doré parfaitement neuf, etc. Non, on a en Europe, en tout cas, une relation au vieillissement des matériaux qui est culturelle. Tu vois, on aime ça. À tel point, enfin, ce serait, mais
dans les musées, par exemple, tu vois, on a conservé dans les musées la patine du temps, tu vois, parce que ça justifiait de l'ancienneté de l'objet, et c'en est devenu presque culte, tu vois. Il fallait absolument qu'une dorure sur un meuble Louis XIV soit usée, patinée, parce que c'était la preuve que c'était d'origine. On n'a pas le goût de la dorure flambant neuve, tu vois, on n'a pas ce goût-là. Il faut se dire que Louis XIV, il l'avait. Tu vois, et ça, on l'a oublié. Mais parce qu'on a une culture plutôt muséale, on aime la patine. Donc, on a cultivé ça en Europe, et je crois que c'est en nous, malgré tout. Hein. Et donc, les peintures naturelles, elles ont cette faculté de vieillir. Elles se patinent. Alors que les peintures pétrochimiques, elles se salissent. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, ça nous donne un rapport très différent du matériau. Ce qui fait que, si on est un peu maniaque, dès qu'on va voir la moindre boursouflure, on va se précipiter chez le marchand et on va faire refaire la peinture par quelqu'un. Même si on est maniaque, en ayant une peinture naturelle chez soi, on va beaucoup plus facilement supporter des petites taches, des petits coups, parce que tout ça s'intègre dans une logique du vieillissement qui nous renvoie à notre propre finitude, si tu veux. Tu vois, c'est d'une certaine manière, on apprivoise notre finitude plus facilement si on est environné de matériaux qui partagent la même finitude, tu vois, qui sont destinés comme toute chose à mourir. La peinture pétrochimique, quand elle est mise sur le mur, elle donne l'illusion qu'elle n'est pas destinée à mourir, qu'elle est là pour l'éternité. On sait très bien que c'est pas vrai, mais tu vois, ça renvoie cette image-là. Donc je crois à une question profonde de la peinture. On va voir avec toi bientôt quelle est la relation justement entre la peinture et nos cellules. Comment aussi au niveau énergétique, on se rend compte qu'une peinture naturelle apporte beaucoup plus d'énergie qu'une peinture industrielle. Et voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à la qualité de l'air, etc., n'hésitez pas aussi de les poser dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller cliquer là sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et à la prochaine fois. Au revoir.